Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo pour deux choses. D'abord, j'en profite pour revenir tout de suite sur les résultats et les commentaires de l'enquête de satisfaction, à laquelle vous avez participé lors du dîner des écuries. Comme ça, ce sera fait pour l'année prochaine et ça n'attend pas une année. Et puis deux, trois petits détails organisationnels aussi. Donc, enquête de satisfaction. Premièrement, je vous remercie pour votre participation, en tout cas pour toutes les personnes qui étaient présentes au dîner des écuries. Pour nous, c'est toujours très utile, comme je le rappelle à chaque fois, de connaître un petit peu vos envies, vos préférences et d'avoir des propositions d'amélioration. Comme je le dis toujours, on ne peut pas tout faire, mais si on sait au moins qu'il y a certaines attentes, certains besoins et certaines envies, ça nous permet au moins d'y réfléchir. Donc, enquête de satisfaction printemps 2025, pas grand-chose de très nouveau. Globalement, les notes sont plutôt à la hausse, mais restent dans les moyennes habituelles, comme depuis quelques années. Je constate comme toujours, comme quasiment depuis le début que je fais ces enquêtes de satisfaction, que les notes les moins hautes, sachant qu'elles ne sont pas très basses, on est tout entre 4 et 4,5 sur 5, c'est pour les sorties au parc et les infrastructures. Soins aux chevaux, c'est un peu plus haut, management, c'est bien, enfin voilà. Donc juste peut-être pour revenir sur les commentaires, parce que finalement c'est un petit peu ça qui est aussi très utile. Je pensais qu'il y aurait pas mal de commentaires sur les réservations du manège et des paddocks et sur la disponibilité des pistes. Je vois que finalement, ça n'a pas l'air d'être un si gros problème que ça. On ne va pas louer plus le manège pour autant, on reste un peu vigilant sur ce point-là. Là où il y a le plus de... Ouais, alors souvent, rangement, propreté, sellerie, toilette et tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Je dirais, on y réfléchit, on y fait un peu attention. Mais c'est vrai que comme je l'ai aussi déjà plusieurs fois dit, notre philosophie, en tout cas ma philosophie, c'est numéro 1 les chevaux, numéro 2 les clients. Mon client c'est le cheval et pour moi vous êtes les généreux sponsors de mes clients. Je comprends bien que vous payez une pension, que c'est vous qui payez et que ça vous arrangerait bien d'avoir une buvette un peu propre et des toilettes qui sont aussi à peu près propres. Je le comprends bien et on essaye de faire quelque chose. On a quelqu'un qui vient de temps en temps faire un petit peu le manège et le ménage, mais c'est vrai qu'on ne peut pas payer quelqu'un 2 fois par semaine pour venir faire à fond toutes les infrastructures. Donc, voilà. Point 3, quelques remarques sur les mises au parc, en groupe, l'intégration des nouveaux chevaux et ainsi de suite. Alors bon, bah voilà, l'idéal pour nous évidemment ce serait qu'il n'y ait aucun changement dans l'écurie et dans les groupes. Ce serait plus simple pour nous, ce serait plus simple pour la mise au parc, ce serait plus simple pour les chevaux. Naturellement, sur un certain nombre de chevaux, il y a forcément quelques changements de temps en temps. La mise au parc en groupe, ça fait aussi partie de la philosophie de l'écurie et à mon avis, c'est pas prêt de changer. Évidemment, ça implique quelques... Ah, Ludo, bonjour. Oui, ça va, je suis en train de faire la vidéo, mais tu peux venir chercher la poubelle. Évidemment, ça implique, je ne veux pas dire des risques, mais à certains moments de l'intégration, tout d'un coup, quelques petits changements d'hiérarchie et quelques petites explications. On a eu effectivement quelques petits coups de dents avec certains chevaux qui sont arrivés dans les groupes. C'est quelque chose qui fait partie du jeu. Pourtant, on fait bien attention, on prend du temps, hein. Surtout les dernières intégrations qu'on a fait, on a vraiment pris du temps pour laisser les chevaux côte à côte dans les parcs et puis ensuite les intégrer avec surveillance. Mais voilà, c'est comme ça. Tant que ça reste des coups de dents, même si c'est un petit peu gênant et que c'est pas plus grave que ça, ma foi, il faut aussi un petit peu s'adapter au système. Ensuite, bon, alors plusieurs remarques par rapport au parc. Il faudrait que les chevaux sortent plus au parc, mais qu'il y ait moins d'herbe.
on est toujours un petit peu dans ces problématiques un peu insolvables, insolubles par rapport au parc, par rapport à l'herbe, par rapport à la taille des parcs et ainsi de suite. Plusieurs remarques sur la qualité de l'herbe. Ça j'ai pas très bien compris, ou peut-être plutôt que le fonctionnement d'une prairie et de la productivité de l'herbe est pas très bien compris. C'est quelque chose d'assez complexe. Hein. Un de mes sous-chefs, le chef de culture, quand je bossais aux EPO, pourtant c'était un champion dans le domaine, mais il me disait toujours la plus difficile des cultures, c'est pas les patates, c'est pas le tabac, c'est l'herbe. Il faut bien comprendre aussi, j'ai eu des discussions avec plusieurs d'entre vous à ce sujet-là. C'est pas parce que je mets de l'engrais quelques fois par année dans les parcs que ça fait de l'herbe plus riche. En fait, c'est plutôt l'inverse. Je ne vais pas aller sur des grandes théories agronomiques dans cette vidéo, mais en fait, bon, premièrement, si on veut des prairies qui tiennent le coup tout au long de l'année, il faut quand même les soigner un petit peu. Et deuxièmement, le fait de mettre de l'engrais, bien sûr, ça pousse un peu plus, mais on ne pilote pas ni la production ni la qualité de l'herbe. On s'y adapte avec la fertilisation et avec l'utilisation. On n'a pas un tableau de bord, on ne touche pas des boutons pour décider si ça pousse pas, si l'herbe sera riche ou pas riche. On s'adapte à la pousse de l'herbe et quand elle pousse, on peut suivre avec un peu de fertilisation ou dans les autres cultures avec d'autres méthodes. Mais voilà, l'effet principal, en fait, c'est pas compliqué, c'est que si on met de l'engrais, l'herbe de 1, elle pousse plus, donc on a facilement de 1 un effet de dilution de la protéine, parce que dans plus de volume d'herbe, la protéine sera potentiellement diluée. De 2, si l'herbe pousse plus vite, on aura une herbe moins riche parce qu'elle sera plus dure, parce qu'elle sera plus vieille. Et de 3, il y a un concept basique, mais qui est pas si simple que ça. C'est que si on fertilise avec de l'azote, on fait pousser on favorise les graminées par rapport aux légumineuses, et en français simple, en gros, il y a moins de trèfle. Trèfle qui est plus riche en protéines, moins riche en fibres et donc moins bon pour les chevaux. Donc voilà, un petit peu quelques petits détails sur la gestion de la prairie en elle-même. Et voilà, qualité de l'herbe. Quelques commentaires sur les mauvaises herbes et justement la qualité de la flore des prairies. Alors bon, pour ce qui est des lampées et ainsi de suite, plantes invasives, je pense qu'on n'est pas pire que suivant quelles écuries. Surtout qu'on se donne la peine d'arracher les lampées, de traiter quand il n'y a pas de bêtes dans les parcs, ainsi de suite. Richesse des prairies, eh ben, c'est pas compliqué. Dans une prairie où il y a des chevaux, dans une prairie où on veut une certaine croissance tout au long de l'année, il y a inévitablement des espèces plus productives et plus efficaces qui s'installent que dans une prairie extensive dans laquelle on fera une coupe de foin et peut-être on récoltera plus rien de l'année. Mais voilà, ça c'est des aspects agronomiques. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Ramassage des crotins, ouais, alors je suis d'accord, effectivement, on pourrait être un petit peu plus régulier, un petit peu plus acharné avec ça. Après, il faut bien comprendre, vous l'avez vu ces derniers jours, quand on passe la machine, ça ramasse les crottins, mais ça ramasse tout. Donc, il faut attendre un petit peu que ça repousse, même si le but à cette saison est plutôt que les chevaux aient moins d'herbe. Mais voilà, c'est aussi un petit peu une gestion. Si on passe trop souvent, on ramasse beaucoup d'herbe. Mais c'est vrai, on pourrait essayer de soigner un peu plus. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que de nouveau, notre philosophie est quand même de se baser un petit peu sur les besoins des chevaux. Et en fait, les chevaux, si la prairie est bien tendue ou pas, ils s'en fichent complètement. Certes, c'est très joli pour nous de voir une prairie bien rasée, pas de crottin, pas de grandes herbes, pas de renoncules, pas de touffes de vieilles herbes qui poussent. Mais en soi, le cheval, ça lui fait une belle jambe. Et puis toute la légende, je vais me permettre de le dire, qui dit que l'hygiène des parcs, c'est le premier levier pour gérer le parasitisme des chevaux. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un compte-rendu d'une spécialiste, d'une vétérinaire, chef de laboratoire et spécialiste du parasitisme des chevaux. Elle dit oui, alors c'est super, c'est facile à dire. Quand on a un cheval qui est un peu plein de verre, bon, le vermifuge c'est une chose, mais hygiène des parcs,
En fait, non. À partir du moment où un crottin touche par terre, le parc il est contaminé par des larves et par des œufs de verre. Et puis on peut ramasser tout ce qu'on veut. De toute façon, on ramasse pas. Voilà. On pourrait traiter les prairies avec des insecticides et des antibiotiques. C'est ce qui se faisait il y a 50 ans en Californie quand ils plantaient des fraises. Mais franchement, c'est pas vraiment à la mode maintenant de faire ce genre de traitement. Donc, hygiène et nettoyage des parcs, oui, ça fait super joli. Mais en soi, je ne suis pas certain que ça apporte énormément au bien-être et à la santé des chevaux. Ok, pour les parcs. Sinon, un point apparemment qui vous questionne beaucoup, c'est tout ce qui traite au foin. Alors, la qualité, j'en ai discuté avec nombreuses d'entre vous, on fait beaucoup d'efforts, mais dans certaines situations, comme l'été passé, eh ben, on n'arrive pas à atteindre la qualité souhaitée. J'en suis le premier conscient et j'en suis le premier déçu. On a quand même mis de côté et éliminé une certaine quantité de fourrage qu'on jugeait pas bonne, qui n'était pas bonne, on est bien d'accord. Certaines balles qui étaient discutables, eh ben, ma foi, on s'est débrouillé pour les donner, pour les secouer un peu ou pour en récupérer une partie. Des années comme ça, avec le foin qu'on a, on peut pas, en gros, on peut pas faire les fines bouches, quoi. Je peux pas acheter 3 fois la quantité de foin nécessaire, en jeter 2 tiers, et puis voilà. Alors mes génisses mangent déjà une bonne partie du fourrage qui est pas terrible, mais finalement, mais cet hiver, elles ont même pas réussi à suivre. Il y a des balles qu'on a utilisées comme litière pour les bovins. Donc voilà, on fait vraiment tout ce qu'on peut. Je comprends que vous soyez parfois un peu déçus quand vous voyez ce qu'il y a, mais il faut bien comprendre que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. En termes de quantité, il y a eu quelques commentaires. Alors là, je ne comprends pas très bien parce qu'on est une écurie où on donne beaucoup de foin. Une partie des chevaux, on va dire quasiment à volonté. J'ai fait un petit calcul vraiment à la louche, mais si on compare la quantité de foin qu'on utilise à la stabulation, donc où les chevaux ont du foin à volonté en râtelier, ben, pas quand ils sont au parc, mais sinon en permanence, et proportionnellement la quantité de foin qu'on utilise dans les écuries en termes de nombre de balles rondes, on est kiff-kiff. Donc en soi, on peut totalement considérer que les chevaux dans les box ont quasiment, je dis bien quasiment, du foin, la quantité de foin qu'ils mangeraient s'ils en avaient à volonté. Évidemment, certains chevaux, quelques chevaux, on fait un peu attention de ne pas trop en donner, des chevaux qui sont un peu en surpoids. Dans la moyenne, on donne franchement des quantités de foin qui sont généreuses. Et certains chevaux, quelques chevaux, quelques-uns au printemps, on même un peu plus. C'est pas rare que ces chevaux-là, quand on arrive le matin, on retrouve un peu de foin dans le box. Donc à mon avis, la discussion sur la quantité de foin, alors elle est un peu, il peut arriver tout d'un coup qu'un jour il y ait un peu moins parce qu'on n'a pas fait attention, mais je suis un peu surpris. Et puis encore, dernière question, alors c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué au dîner des écuries, mais je vais juste le réexpliquer. Je vais vous montrer 2 petites choses. Voilà. C'est un petit peu flétri parce que je les ai ramassés hier. Je m'approche un petit peu. Vous voyez, j'ai 2 poignées de plantes semblables, hein, on est d'accord. C'est vite vu, c'est la même famille de plantes. C'est des graminées, évidemment. Des monocotylédones. Quick, vous voyez le bas, paf. Pourquoi je vous montre ça? Vous voyez, c'est légèrement différent. Hein. Là, ça fait des grosses tiges, des grosses feuilles. Là, il y a des tiges plus fines, des plus petites feuilles. Pourquoi je vous montre ça? C'est très simple. Celle-ci, c'est des graminées fourragères. C'est du régras, en gros, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe. Cultivée ou pas, on en trouve dans les prairies artificielles, on en trouve aussi toujours dans les prairies naturelles. C'est avec ça qu'on fait le foin. On coupe, mi-juin pour les chevaux, on fait sécher, on fait des balles rondes. Ça, c'est la même famille, c'est une graminée. Sauf que celle-ci, on la coupe plutôt au mois de juillet avec une moissonneuse-batteuse et on en enlève les grains, parce que ça, c'est du blé. Qu'est-ce qui reste quand on a enlevé le blé? De la paille. Je vous explique ça pour comprendre ce que j'ai dit déjà au dîner des écuries, c'est qu'en fait, entre le foin et la paille, la différence, elle n'est pas tranchée à couper au couteau. Si celle-ci-là, vous attendez le mois de juillet ou le mois d'août pour la faucher, mis à part le fait qu'il y aura quelques petites graines
on voit un épi qui arrive, mais bien sûr des graines de graminées fourragères c'est tout petit et c'est pas très riche, alors que des graines de blé, ça a été sélectionné pour être grand, riche en amidon, et ainsi de suite. Et en fait, du coup, c'est tout simplement pour vous dire que si on faisait du vieux foin ou qu'on récoltait le blé pas mûr, on aurait au final quasiment la même marchandise, en tout cas semblable. C'est-à-dire qu'entre les deux, il y a une continuité. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye un peu, je m'efforce, d'essayer de casser un peu ce mythe, ou plutôt cette incompréhension, à mon avis, qu'on a un peu dans le monde du cheval, et que même certains vétérinaires ont tendance un peu à entretenir, c'est qu'entre le foin, c'est qu'on n'a pas du foin qui est du fourrage et de la paille qui est de la litière. La paille représente un bon fourrage pour les chevaux. C'est très pauvre, donc évidemment si on donnait que de la paille aux chevaux, ils risqueraient quand même de maigrir, de trop maigrir. Et certains foins sont trop riches, certains foins sont aussi trop pauvres. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est pour en venir à la dernière question qui est ressortie à plusieurs reprises dans l'enquête de satisfaction, c'est que l'horaire de distribution du foin, je comprends bien que ce soit une question, et c'est un débat qui est tout à fait justifié, je le comprends, mais que notre philosophie est de garder les chevaux sur paille, alors que certaines écuries passent les chevaux sur copeaux, sur pelets ou sur plein d'autres litières, c'est pas juste parce que la paille est bon marché et parce que j'en ai à disposition, mais c'est vraiment parce que cette paille, elle joue pas que le rôle de litière, elle joue le rôle de fourrage, ça c'est vraiment important à savoir, et surtout, comme c'est grossier, que c'est un peu moins appétant, les chevaux la mangent moins vite et les chevaux la mangent longtemps. Je l'ai déjà dit souvent, c'est pas rare, quand on rentre tard le soir et qu'on passe à l'écurie avec Anne, qu'on trouve deux catégories de chevaux, les chevaux qui sont couchés et qui se reposent, et les chevaux qui sont debout et qui grignotent la paille, et même au milieu de la nuit. Donc voilà, moi, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas opposé aux boules à foin et à ce genre d'artifice, on peut vraiment dire ça comme ça, mais je dirais que moi je préfère voir un cheval qui tourne, qui marche calmement dans son box en farfouillant sa paille et en grignotant des brins de paille, qu'un cheval qui s'acharne sur une boule à foin, soit parce qu'elle est vide, parce qu'il l'a vidée d'un seul coup, soit parce que c'est serré dedans et qu'il n'arrive plus rien à en sortir. Donc je dirais, voilà, je ne suis pas en train de plaider contre les boules à foin, je suis vraiment en train de plaider pour la paille et pour le fait de faire confiance à la paille. Et il faut aussi comprendre en discutant avec les vétérinaires, même eux finissent par être d'accord que de un, la paille c'est pas mauvais. Le risque de colique lié à la paille, il est uniquement lié et en parallèle à des chevaux qui ont faim et qui mangent trop vite. Ça, on a eu des cas, des chevaux qui rentraient des longues journées de concours ou des chevaux qui rentraient de clinique. Ça, c'était ballot, qui étaient sur copeaux, et une fois qu'on les a mis dans nos box bien paillés, tout frais, quelques heures après, ils se retrouvaient en colique parce qu'effectivement, ils s'étaient goinfrés de paille. Ça pourrait arriver aussi avec du foin grossier. Et la deuxième chose, ça c'est une légende totale qui doit absolument être démentie, c'est que c'est la fameuse crainte de l'effet gros ventre avec la paille. Ça c'est pas le cas. Une bonne paille ou un mauvais foin n'a pas, on a le même risque d'avoir un effet gros ventre. L'effet gros ventre, il apparaît quand les chevaux sont peu travaillés, ou quand les chevaux mangent de manière irrégulière, et ça, c'est pas vraiment une question de paille. Donc voilà, j'espère que vous avez bien remarqué, vraiment, je suis pas en train d'essayer de vous bassiner avec des théories et des histoires, mais vraiment, c'est important dans la compréhension du système et du mode de vie du cheval, de comprendre qu'en fait, tout ça, c'est un produit avec différentes qualités et des utilisations qui peuvent varier. On pourrait très bien utiliser du vieux foin pour faire la litière dans les box et mettre de la paille fraîche à disposition pour qu'ils la mangent. Il faut vraiment éviter de distinguer deux catégories de produits extrêmement différents entre le foin et la paille, et bien comprendre qu'en fait on a une combinaison, c'est différent évidemment, mais d'un produit légèrement différent et d'un autre, et qu'avec ça on trouve une combinaison des deux. Donc tout ça, c'était pour commencer, enfin déjà la première chose par rapport, par rapport à ces horaires, ces questions sur l'horaire de distribution du foin, le dernier repas du soir qui est donné
tôt. Alors, ça peut être considéré comme tôt, 4h30, 5h. Alors là, bon, déjà, la première explication très simple et très technique, c'est qu'en fait, le nouvel horaire CFF, qui a fait tellement parler de lui dans les journaux au mois de décembre, fait qu'un de nos employés a un horaire de bus qui a changé, il commence un peu plus tôt, et pour compenser les heures, il finit un petit peu plus tôt, et c'est lui qui donne le foin. On parle de quart d'heure, 20 minutes depuis le mois de décembre. Donc effectivement, ils ont le foin environ quart d'heure plus tôt qu'avant depuis le début de l'hiver. Mais je tiens quand même à rappeler une chose. Donc l'horaire actuel, vous le connaissez, on donne le foin à 7h15 quand on commence. Quand il y a 3 repas, ce qui ne sera bientôt plus le cas, en été on donne plus que 2 repas de foin. Ils ont un repas de grains, de luzerne essentiellement en milieu de matinée. Bon, souvent ils sortent au parc, ils ont la paille en fin de matinée, ils ont de nouveau du fourrage à midi ou en début d'après-midi, du grain en milieu d'après-midi et le foin en fin de journée étant 17h plus ou moins. C'est clair que si on a toute l'écurie à donner, on commence un peu avant 17h puis on finit un peu après 17h. Mais je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a 2 ans et demi, l'horaire c'était pas le même. C'est un peu trouble. Pour celles qui étaient déjà là il y a 3 ans, en fait, comme dans la majorité des écuries, on faisait 2 repas de foin, 2 repas de grain. On donnait le foin, on donnait le grain, milieu d'après-midi on donnait le foin et le soir on redonnait le grain. Mais ça veut dire que le dernier repas de foin qu'ils avaient, il était autour des 15h, 16h au plus tard. Et on avait suite déjà pas mal de discussions et puis c'était très judicieux et je suis assez content d'avoir fait ce changement, même si c'est plus de travail, plus de contraintes. On a modifié l'horaire habituel et on est passé à 3 repas de foin pour, premièrement, finir la journée par un repas de foin et pour avoir une distribution plus régulière sur la journée. Donc il y a 2 ans, il y a à peu près 2 ans et demi, le manège était déjà ouvert. Ce slide avec l'horaire des 2 repas de foin, 2 repas de grain, il date de la présentation 2022. Donc en 2022, c'était comme ça et on a changé le système au début de l'hiver. Donc ça fait fin 22, fin 23, fin 24, ouais, ça fait 2 ans et demi qu'on a changé le système. En augmentant déjà la durée d'alimentation en foin et en ayant un dernier repas de la journée qui est du foin, ce qui est une bonne chose parce que comme ça dure plus longtemps. Donc on a déjà amélioré ça et je ne pense pas qu'on va aller beaucoup plus loin. Je vais pas pour l'instant allonger les horaires des employés ou commencer à faire des horaires décalés parce que voilà, en ayant un repas à 7h, un repas à 17h, plus la paille, j'estime qu'on est déjà passablement bien. Retarder le dernier repas d'1 heure, ça ne change pas grand-chose. Au final, ça change même très peu. À savoir que quand ils ont fini le foin, ils vont commencer à manger la paille. Donc le débat, il a tout à fait lieu d'être. On est bien d'accord que plus on peut répartir l'alimentation sur la journée, sur les 24 heures, mieux on est et plus on s'approche des besoins fondamentaux du cheval. Je suis d'accord. Après, je dirais, je ne pense pas que déplacer le dernier repas de la journée d'1 heure en direction du soir apporte énormément. Par contre, proportionnellement aux contraintes, en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà un petit peu les derniers points. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à la majorité des commentaires qu'il y avait dans l'enquête de satisfaction. Bien évidemment, si vous voulez en discuter ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je me tiens volontiers à disposition pour en discuter. Mais voilà un petit peu l'analyse que j'ai faite de ces derniers points. J'ai passé tous les points de ce chapitre. Donc voilà. Sinon, petite mise à jour au niveau organisation. Donc on travaille de manière acharnée sur l'organisation des parcs. On passe les genisses. On nettoie ceux qui peuvent l'être. Je dis peuvent l'être parce que c'est qu'il n'y a pas trop d'herbe, c'est qu'il n'y a pas les genisses, et c'est parce qu'on n'a pas forcément, et c'est parce que c'est le bon moment de le faire. Les troupeaux vont changer un petit peu de parc, justement pour suivre les genisses, pour s'adapter à la pousse de l'herbe. Donc on informera au mieux sur ces différents changements d'organisation des parcs.
Le foin de midi, on en donne déjà plus beaucoup à midi parce que justement quand ils sont au parc, certains groupes, ils ont quand même une certaine quantité d'herbe. On va petit à petit arrêter la distribution de foin de midi comme on le fait depuis qu'on a commencé les 3 repas, qui se remplace en fait par lui-même par l'herbe des parcs. Ah ouais, ouais, on en a parlé hier d'ailleurs justement. Il nous reste quelques balles d'enrubanné pour les chevaux. Elles ne sont pas toutes terribles, on trie, on les finit et puis après ils n'auront plus que du foin pour tous les repas de la journée. Et sinon, planning ou plutôt événement sur le domaine. Ce week-end, ce dimanche, il y a le concours de fin de manège des DGM d'Oron. Donc samedi après-midi, il y a les préparatifs aussi. Mais en fin de journée, le dimanche, les pistes devraient être libres. À savoir que le paddock est libre à peu près tout le temps, à part le dimanche où il sera utilisé comme piste d'entraînement. Le 20 juillet, il y a le test en terrain des Franches-Montagnes. Donc là, évidemment, ma foi, les infrastructures, elles seront complètement bloquées, en tout cas pendant le matin. Et puis, c'est un week-end assez... de toute façon, tout est dans le planning, hein, mais c'est un week-end assez chargé où il y a aussi l'entraînement de l'équipe FM, où il y aura peut-être quelques infrastructures qui seront un petit peu utilisées le samedi matin. Ou le samedi après-midi, ce ne sera pas des longues périodes et on précisera ça dès que possible sur le planning de l'utilisation des pistes. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience, pour votre compréhension. Et comme toujours, n'hésitez pas à me harceler si nécessaire à cette période, si vous avez des questions brûlantes ou si vous voulez discuter de certaines choses. C'est pas que je ne veux pas discuter avec vous, c'est que, comme je le répète souvent, il y a un certain ordre de priorité et à certains moments, ma foi, j'ai envie de faire du boulot et de faire de l'avance. Donc s'il y a des choses si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'interpeller et à me harceler si nécessaire. Merci beaucoup, à bientôt.